adaptabilité versus authenticité. Non, on ne fléchit pas. Allez, on y va. Cette charmante voix va nous dire tout ce qu'il ne faut pas pour saboter notre confiance. Et donc on imagine toujours le pire scénario final. Et après, bien évidemment, il y a le regard des autres, qui est le fauteur de troubles. L'idée de le faire fait que je suis immobile et que je suis en état de détresse. Faire quelque chose de nouveau chaque jour. Tout le monde devrait sortir de sa zone de confort, tu penses? Vaste sujet. Les voix du podcast. Les voix du podcast. Les voix du podcast. Viens, on t'exprime. Bienvenue à tous dans ce nouveau format de podcast. On va traiter aujourd'hui des peurs, donc avec moi-même, Logan et Coralie, plus notre invitée Amandine. On fait des interviews donc avec notre entreprise Voix et Coralie est aussi dans l'accompagnement en communication. Alors je vais tout simplement commencer par présenter Amandine, que l'on est très heureux de recevoir. Pour ce qui est de ton parcours, petite, tu rêvais de devenir chef de gare, pour des raisons que tu ignores encore aujourd'hui. Et finalement, pour répondre aux attentes familiales, tu t'engages dans un cursus scientifique qui te met sur les rails de la réussite professionnelle. C'est la voie royale. Tu obtiens un bac +5 en biochimie, métrologie. Tu débutes ta carrière comme responsable qualité dans une entreprise familiale à Aix, puis rejoins Vinci Group en tant que responsable de communication décentralisée. Mais après 16 ans de brillante carrière, l'épuisement te conduit au burn-out, marquant un tournant décisif de ta vie. Tu quittes alors ce poste prestigieux pour une décision qui changera ton parcours de vie. Tu diras que c'est, et je cite, la plus grande décision de ta vie. Mais pour le moment, tu as une maison à payer, un jeune enfant à charge et tu es sans emploi. Tu prends quand même le temps de la réflexion et tu t'inscris dans une école de coaching diplômante et certifiante. Tu vas mal, mais tu restes lucide. C'est donc un choix judicieux puisque tu nous confieras être tombée amoureuse du métier de coach. Tu lances Scintillae, destiné à accompagner tes clients dans 3 domaines. La confiance en soi, l'agilité relationnelle et la prise de parole en public. Soit, comme tu le dis si bien, la capacité à être en harmonie soit avec soi-même, soit avec l'autre, et soit avec les autres, autrement dit, un public. Tu es passionnée, charismatique, bienveillante, solaire et inspirante. Tu incarnes ta vision et ton métier si bien que tu n'attendras pas 2 ans avant de rencontrer le succès. J'ai été l'une de tes élèves, et je confirme que passer entre tes mains est un bel investissement pour soi en tant qu'individu et qu'entrepreneur qui souhaite gagner en aisance, notamment sur scène. Et donc c'est avec une immense gratitude que nous t'accueillons aujourd'hui sur ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je suis touchée. C'est très précis, très touchant. Et est-ce que tu es d'accord avec ce que tu proposes aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien résumé les 3 pôles d'accompagnement? Mais c'est parfait. Franchement, c'est très fidèle. Je suis émue, je suis surprise d'une telle fidélité et en même temps aussi analyse de ta part. Voilà, merci. Écoute, c'est nous qui te remercions. Et du coup, on a construit donc ce podcast un petit peu basé sur ces 3 thèmes, puisque ce sont des thèmes que nous abordons aussi un peu avec nos clients, que ce soit par le biais de l'interview, de poster sur les réseaux, etc. Finalement, on a un peu des peurs communes, et c'était ce qui a motivé la création de ce podcast aujourd'hui. On va commencer justement avec le premier thème, qui est la confiance en soi. Exactement. Donc pour ce premier thème, on a préparé une petite animation avec le jeu du Dixit. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire un Dixit, Tu connais? on n'a pas le temps. Non, je connais pas, mais j'ai peur. C'est normal. Je vais poser 9 cartes Dixit sur la table. Et parmi ces 9 cartes, on va tous les 3 en choisir une qui vont représenter pour nous la confiance en soi. Et ensuite, chacun notre tour, on va dire pourquoi on a choisi cette carte. C'est bon? Très clair. Très bien. Donc il y a 9 cartes. Allez, donc on va, si tu le veux bien, laisser Amandine choisir sa première carte. Amandine qui est notre invitée. Allez, je choisis intuitivement et sans trop réfléchir, sinon on y est encore demain. Ok, tu choisis? Allez, hop. Allez, moi je choisis celle-là. Très bien. Alors, Amandine, déjà, est-ce que tu peux juste présenter ta carte à la caméra? Voici mon choix de carte Dixit. Et est-ce que tu peux nous la décrire? Et je vais donc la décrire pour les auditeurs qui ne nous voient pas. Il y a donc un monstre qui est assez effrayant, avec des énormes dents acérées, des griffes, avec 3 yeux, une langue fourchue.
face à ce monstre, il y a donc un tout petit personnage dont on ne connaît pas le sexe. Alors, moi, je vais dire, allez, c'est une fille. J'ai envie que ça soit une fille. Et donc elle a une armure, une épée à la main et un bol qui cache donc son visage et une partie d'elle-même. Moi, mon interprétation, du coup, de cette carte, c'est que ce personnage se tient courageusement face à ce monstre, bien droite. Elle a une posture bien droite. Et je pense que même ce bol qui est sur elle, c'est une protection. C'est une protection, mais elle y va. Elle y va avec force, courage. Et du coup, pour moi, ça représente bien la confiance. Puisque pour moi, la confiance, c'est une forme de combativité, aussi de résilience. Et c'est se dire, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et j'affronte le monstre qui est face à moi. Ça peut être une épreuve, ça peut être un challenge, un objectif. Et j'y vais, quoi. Je suis protégée, j'ai mon armure. Donc mon armure, l'épée, ça va être mes ressources, mes protections. Je sais que j'ai ces ressources en moi. Et j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi. C'est une très belle définition. Ouais, bravo. Bravo, très fort, très fort. Ouais, c'est bon choix et bonne analyse. Alors moi j'ai pris une carte totalement différente. Une carte, alors déjà je me suis laissée avoir comme tout le temps dans ma vie par le côté visuel. Alors moi on me met quelque chose de joli, j'y vais. Donc je la trouve très belle pour la décrire. C'est un personnage, donc on voit un corps, pareil, qui est non genré, qui ne porte pas de visage. Donc c'est un visage, c'est plutôt un vide. Et en fait il manipule des masques et il vient les accrocher. Donc tout type de masque et d'expression. Et en fait, moi j'ai choisi celle-là pour la confiance en soi, puisque selon les situations, on vient arborer ce qu'on peut appeler des masques. Ce que toi, Amandine, tu disais les états du moi. Et c'est pour ça que ça m'a parlé, c'est de pouvoir endosser certains états du moi ou certains masques selon les situations pour se donner confiance ou pour affronter des situations. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. C'est très bien aussi, c'est... Très belle définition. J'adore, avec la référence avec les états du moi, des modèles d'Eric Berne. Exactement. Alors moi j'ai choisi donc cette carte-là. Je suis même pas sûr qu'on les voit à la caméra, mais... Ah là on la voit bien là. Donc c'est un pan, c'est ça, avec une sa grande queue, qui contient plein de regards qui sont fixés sur cet oiseau, moi je pense. Sur la tête du pan, qui a au niveau des yeux un bandeau qui l'empêche de voir, et donc moi je pense un peu qu'il se cache du regard de sa queue, donc de son propre... de lui-même en fait. Et moi je pense que ça a une bonne référence à la confiance en soi, du regard qu'on apporte à nous-mêmes, mais aussi du regard que les autres nous donnent, et du coup comme quoi on peut des fois... ça peut des fois être perturbant, d'où le bandeau qu'il a sur la tête. D'accord, donc plutôt la référence au regard des autres ou le regard sur nous-mêmes. Le jugement, voilà, exactement. C'est très intéressant comme on a pu avoir 3 interprétations vraiment différentes. Je trouve que c'est un très bon jeu à faire dans ce thème-là. En tout cas, très, très bonne idée. J'avais une appréhension au début et j'ai adoré cette activité. Merci Logan. Super, merci beaucoup. Et du coup, ça me lance sur la première question que je vais pouvoir te poser d'abord, Amandine. Quelle serait, d'après toi, la définition de la confiance en soi ? Vaste sujet. La confiance en soi, pour moi, c'est la conviction qu'on a les ressources en nous, le potentiel, les savoir-être, savoir-faire, pour faire face à toute situation. C'est une espèce d'arme, finalement, ou quelque chose qui te permettrait, un moyen d'accomplir des choses. Des ressources, en tout cas. Ouais, j'aime bien ton image, Logan, qui rejoint du coup mon choix de carte Dixit, où le personnage que j'ai imaginé féminin a une armure et une arme.
Et en effet, la confiance en soi, ça pourrait être cette armure ou cette arme qui me permet de braver des challenges, qui me permet d'embrasser des épreuves même difficiles et douloureuses. Pour moi, ce serait ça la confiance en soi. Ok, très bien. Alors, on a regardé vite fait une définition. Hein. Ils disent croire en sa capacité pour obtenir un résultat. Alors, moi, je préfère notre définition à nous et à toi, Amandine. Et la confiance en soi, c'est finalement un peu un concept qu'on utilise tous. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on l'utilise tous, mais il n'y a pas de définition en soi qui est écrite finalement. Donc même sur Internet, là j'ai mis la phrase commune, mais chacun a un peu sa définition finalement. Ouais. Qui tourne autour de ça. J'ai lu un bouquin dont je me suis beaucoup inspirée, et notamment dans le choix de méthodes d'accompagnement avec mes clients. Donc c'est Thérapie de la confiance en soi de Frédéric Fanger, qui est un psychologue. Et donc dans ce livre, il dit qu'il y a plusieurs composantes dans la confiance en soi. Il y a l'estime de soi, c'est le regard que l'on se porte à soi-même. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je me dis de moi? Quelle valeur je m'auto-attribue? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de bien? Quelqu'un de génial? Est-ce que je pense que je suis un loser? Est-ce que je pense que je suis une personne méchante? Ensuite, il y a la confiance en soi. C'est notre capacité plutôt à agir. Donc on est plutôt là dans le faire. Et avec associé à donc nos ressources, nos potentiels, nos savoir-faire. Et ensuite, il y a la dimension expression de soi. Comment je m'affirme face à la société, face aux autres. Donc dans l'affirmation de soi, il y a cette notion d'assertivité, par exemple, qui va être une juste affirmation. Comment je prends ma place et comment je laisse aussi la place à l'autre. Et après, la dimension prise de parole en public, dans l'expression de soi. C'est très intéressant. Et est-ce que du coup, il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Ou tu le dis, ça fait partie, c'est différent, c'est... Donc pour moi, Logan, l'estime de soi et la confiance en soi sont deux notions distinctes, mais qui sont pour autant corrélées et en lien. L'un influence l'autre. Je me demandais si tu as une bonne estime de soi, ça influe sur la confiance en soi. Du coup, en plus, tu as une bonne estime de toi, en plus, tu as confiance. Alors, je distinguerai ce que l'on voit, ce que l'on montre aux autres. Et quelqu'un, tu prends l'exemple dans un film qui pourrait avoir une posture très confiante, très se la jouer quelque part. Je différencierai ça, ce qu'on voit, ce qu'on montre aux autres, et ce qu'on pense vraiment de soi, et quelle image on a vraiment de soi. Parce qu'on peut montrer un très fort ego, et pour autant avoir une estime de soi très basse ou très faible. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est que parfois les personnes qui roulent un peu des mécaniques ou qui prennent beaucoup de place ont une fausse confiance en eux. Et moi je pense que quand on peut afficher une surconfiance, avec un ego assez fort, qui va presque dans une affirmation de soi agressive, qu'en général ça peut cacher un loup, quoi. Et que ça peut être, qu'on veut tellement montrer pour cacher une défaillance. Voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Et du coup, moi, ça m'amène à la prochaine question. Quels sont les fauteurs de troubles de la confiance en soi? Quels sont les ennemis? Les ennemis ou fauteurs de troubles de la confiance en soi, pour moi, le premier fauteur de troubles, ça va être notre degré d'exigence envers nous-mêmes, qui peut aller jusqu'à un perfectionnisme, par exemple. Et c'est pour moi le premier fauteur de trouble. C'est quand on veut trop bien faire, quand on se fixe une barre trop haute, en général, ça va saboter notre confiance en nous de manière inconsciente et naturelle. D'accord. Et ce perfectionnisme, ou ce niveau d'exigence que l'on a avec soi-même, il peut se matérialiser
par une voix intérieure, que j'appelle aussi le juge intérieur, que l'on a tous, qui est plus ou moins forte, plus ou moins prononcée, selon notre personnalité, la manière dont on s'est construit depuis que l'on est enfant. Et cette charmante voix va nous dire tout ce qu'il ne faut pas pour saboter notre confiance en soi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu penses vraiment que c'est intéressant ? Et ainsi de suite. Et cette petite voix en nous, on n'en a pas toujours conscience et elle a une forte influence sur notre estime de nous et notre confiance en nous. De manière inconsciente, puisque on a des milliers de pensées par seconde, donc on n'est pas capable de toutes les entendre, mais il y a cette voix parmi tant d'autres qui est là, pas que pour notre bien. Donc finalement, un fauteur de troubles plutôt intérieur, plutôt interne. Pour moi, c'est le point de départ du fauteur de troubles, c'est vraiment soi avec soi. L'image de soi et avec ce juge intérieur. Donc grâce à des tests, par exemple, de personnalité, que j'aime bien faire passer à mes clients, on voit quel est le niveau du juge intérieur en soi. Et après, bien évidemment, il y a le regard des autres, qui est le fauteur de troubles numéro 2, qui au final se rapporte bien souvent aussi à soi-même, puisque je vais supputer, imaginer toutes les choses horribles, toutes les pensées dévalorisantes, toutes les critiques que vont avoir toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Et donc on imagine toujours le pire scénario au final. Oh, tout le monde me regarde. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Si je n'ai pas une parfaite élocution, ils vont se dire que mais franchement, mais pourquoi elle prend la parole ? Pourquoi ils l'ont interviewée elle ? Et donc on va projeter tout un tas de critiques et d'idées qui sont en général plutôt malveillantes sur les autres. On va prêter ces mauvaises intentions aux autres. Oui, donc c'est de l'interprétation. C'est souvent en lien avec le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Bien sûr. Au final. Si je pense que les autres me critiquent, est-ce que mon premier critique n'est au final pas moi-même ? Est-ce que moi-même je ne suis pas très critique, trop critique envers moi-même ? Si je juge mon entourage, il y a beaucoup plus de chances que je me juge moi aussi. Non, que je puisse imaginer. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est très juge envers les autres, il y a plus de possibilités qu'on puisse imaginer un jugement négatif, bien sûr. Mais forcément, plus on est critique, plus on peut imaginer la critique. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on critique peu, si on juge peu, on n'imagine même pas que ce soit le champ des possibles envers soi. En fait, quand on vit un peu dans le pays des bisounours, c'est un petit peu ce que j'ai tendance à faire, je suis dans le pays des bisounours, je critique et je juge peu, donc du coup j'imagine peu qu'on puisse me juger. Alors je dis pas, je suis très exigeante quand même, donc forcément j'ai l'impression qu'on peut être très exigeant envers moi, mais voilà, il y a une espèce d'effet comme ça, mais comme tu dis, ça vient de soi finalement, c'est nous qui projetons. Et donc ça, c'est vrai que je le dis beaucoup dans les réseaux sociaux, pour éviter d'avoir la peur de publier, la peur du jugement, en fait c'est tout simplement de pas juger quand quelqu'un produit une vidéo qui est mal faite, quelque chose qui est mal dit, si on le critique, on va pouvoir imaginer la même critique en rebond. Oui, puis si on s'appuie même sur la loi d'attraction, si je critique, j'ai la critique facile sur le travail des autres ou sur les comportements des autres, je vais pouvoir attirer aussi à moi la critique. Oui, aussi, tout à fait. C'est l'arroseur arrosé. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai, souvent final, c'est ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est une de mes croyances. Ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et ça passe par la critique. Bien sûr. Ça s'applique à la critique. Et moi, je trouve ça très révélateur de toi, Coralie, que tu mentionnes qu'en effet, pour toi, la critique, c'est pas un sujet. T'appliques le premier, je crois que c'est le premier des 5 accords Toltec, qui est que ta parole soit impeccable. Très intéressant aussi, les accords Toltec. Mais bon, c'est tout un sujet aussi. Voilà. De Don Miguel Ruiz. Ah, bien, on mettra toutes les
les ressources donc dans la bio, en relation avec ce podcast, puisque c'est des sujets, des auteurs, des livres très intéressants, donc il faudra bien qu'on note un petit peu toutes les références pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Et d'ailleurs, cet ouvrage, il peut être... je recommande à ceux qui ont une confiance en eux qu'ils estiment faible, je leur recommande de le lire et surtout de l'appliquer. D'essayer d'appliquer les 5 accords que le conseil donne Miguel Ruiz. Très bien. Ma petite animation surprise. Alors. Enfin, à moitié surprise parce que du coup je t'avais dit que j'allais te faire une surprise. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Exactement. Puisque là, on arrive sur le personal branding. Est-ce que tu arriverais à mettre une définition ou pas sur ce terme? En fait, ça me gêne parce qu'on a une experte de la communication avec nous, qui est Coralie. Du coup, j'aurais tendance à vouloir renvoyer la balle. Ouais, que je la... Alors après, moi, ça m'intéresserait de savoir la perception que tu en as, justement, quand on n'est pas professionnel. Puisque personal branding, c'est quand même un grand mot. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? Le personal branding, pour moi, ce serait utiliser son image, sa personne, l'individu que nous sommes, pour communiquer et développer une marque. C'est très bien. Alors c'est très bien, c'est effectivement utiliser son image. En fait, le personal branding, c'est quand on décompose. Donc on a la personne, personnel c'est soi, l'individu, et la marque. Donc c'est soi-même devenir une marque. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir son logo, son entreprise, et de se cacher derrière ça, et ben en fait, on va revenir sur le devant de la scène pour que, en fait, notre business soit à notre service et non l'inverse. Du coup, c'est ce que font les influenceurs et les influenceuses, c'est ça? Eux, ils ont un personal branding excellent. Ouais, voilà, tout à fait. C'est eux, quoi. Et d'ailleurs, souvent, ils développent une marque, un produit, quelque chose à côté. C'est ce qui leur permet de découler, c'est-à-dire que les gens connaissent cette personne, ils créent une marque de vêtements, n'importe quoi. Comme ils adhèrent à la personne, ils adhèrent aussi à ce qu'ils font. Et donc, tu vas acheter chez eux. C'est ça, en tout cas, elle a de la crédibilité. C'est pour ça, quand on est en dessous de notre business, que c'est notre business qui prend toute la place, le problème, c'est que si à un moment donné, on veut changer d'offre, de business, d'ailleurs, moi, dans ma vie, avant, ça m'était arrivé souvent de changer de structure, de nom, etc., pour diverses raisons. Mais en fait, malheureusement, on est obligé de recommencer à zéro. Alors, quand on se place au-dessus de notre business, que c'est notre nom, on a notre communauté, qu'on nous connaît pour notre expertise, ça nous permet de pouvoir changer d'offre, changer de possibilités professionnelles, en fait on continue, on a la même communauté qui nous suit, on est crédible auprès d'elle, donc du moment que c'est pas incohérent, en fait ça permet de perdurer comme ça et de pouvoir faire divers choix dans la vie professionnelle. Donc on pourrait dire que du coup, si j'ai bien compris, mon produit, c'est moi. C'est ça, mon business c'est moi. Et comme mon business c'est moi, après je fais ce que je veux comme offre, je propose ce que je veux comme offre du moment que c'est intéressant pour ma cible. J'ai préparé un profil LinkedIn. Oh. Donc c'est un faux profil LinkedIn. D'accord. J'ai fait, tu vas voir. Tu vas me dire si oui ou non il a un personal branding. Mais je t'avoue que même moi je ne sais pas vraiment en fait. D'accord. Alors oui. Tu vas nous expliquer tout ça. C'est un piège du coup, c'est ça? Donc je montre à la caméra. Moi je suis pas censée voir, c'est ça ou si de toute façon. Je vois déjà des pieds. Voilà. Et puis on a cette caméra là aussi. Donc, c'est monsieur Piero Podoradze. Ok. Donc, sur la photo de profil, c'est un monsieur qui montre ses pieds. Enfin, en tout cas, voilà. La bannière avec des pieds. Vos pieds sont là pour vous. Soyez là pour eux. Prenez le pas et venez me voir. Donc, il est podologue, évidemment. Je vous aide à sublimer votre démarche en sublimant votre podologie. C'est excellent. Il habite à Piémont, en Italie. Et évidemment, c'est une star, donc il a 56 000 abonnés. Alors, première question, est-ce que tu as complètement créé ce profil? Oui. Il est génial. Il part de zéro. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il a un personal branding? Donc là, clairement, on arrive dessus, on voit des pieds, on sait de suite où on met les pieds. Donc il y a le visuel. Mais il y a aussi du coup les phrases qui sont extrêmement importantes. Donc dans la couverture, vos pieds sont là pour vous, soyez là pour eux.
Et donc pour moi, ça c'est un profil qui a déjà travaillé son image, en tout cas son domaine, sa promesse. La promesse, elle intervient à la headline. Donc la headline, c'est les phrases qui sont en dessous de la photo de profil. C'est vraiment le premier descriptif qu'on va pouvoir voir. Je vous aide à sublimer votre démarche en sublimant votre podologie. Alors là, ce serait peut-être en fait, au départ, quand je suis arrivée sur ce profil, je me dis la photo de profil, la photo de couverture, parfait, on sait très bien où est-ce qu'on est. Les petites phrases, prenez le pas et venez me voir, etc. Donc c'est un petit peu un call to action, c'est-à-dire c'est quelque chose qui propose une action envers Piero Podoradze. Par contre, là où ça pêcherait un petit peu, c'est justement quand on va dans la headline, je vous aide à sublimer votre démarche en sublimant votre podologie. C'est quoi ? Est-ce qu'il va soigner ? Est-ce qu'il va aider dans la posture ? Est-ce que finalement, c'est plutôt de l'allure, de la santé ? Enfin, où est-ce qu'il nous emmène ? Mais en soi, il y a l'identité visuelle, ça fait partie du personal branding, c'est un élément très important. Mais j'ai envie de dire, il y a ce qui est joli et ce qui est efficace. Et là, c'est suffisamment efficace. Moi, bien sûr qu'avec mon passé de graphiste, je dirais, bon, on peut mieux faire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, des fois, le fond est meilleur que la forme. Et là, le fond, il y est. Il a un super personal branding et c'est juste la headline où ça manque de précision. C'est pour ça que moi, je peux pas faire une analyse complète. Faudrait que je vois effectivement la création de contenu qu'il fait derrière, puisque le personal branding, c'est aussi ça. C'est comment tu discutes avec ta communauté, qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu racontes, quel est ton storytelling et tout. Donc là, c'est insuffisant pour voir pour le personal branding. Par contre, il y a déjà un très bon début. Vraiment, il y a déjà un univers et voilà, on sait où est-ce qu'on arrive en tout cas. C'était ma petite activité. Très bien, très bien. Merci Logan. Oui, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé ce profil. Éclaté à faire ce profil. Et je suis même un peu frustrée qu'il ne soit que fictif. D'ailleurs, si vous avez, pour tous les podologues qui peuvent nous écouter, alors Logan est un expert en communication podologue. Il a vraiment déjà des idées. T'as fait ça en combien de temps ? Franchement, je fais ça en 10 minutes. Ah, c'est excellent. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc si les podologues nous écoutent, ça donne envie. Ça donne envie d'en savoir plus et de lire qu'est-ce qu'ils proposent. On se dit que c'est décalé. Il y a de l'humour, voilà, c'est ça. Ça percute. Complètement. Eh bien, on enchaîne directement sur une deuxième animation parce qu'on passe sur le prochain sujet qui est soit avec les autres. Alors, est-ce que tu connais Telepathics ? Non. Alors, je vais t'expliquer. Donc, il va falloir écrire 10 peurs. 10 peurs en lien avec quoi ? Nos métiers. Que ce soit toi, ton domaine d'activité, tout ce que tu peux voir chez tes clients, ou nous, la prise de parole devant la caméra, publier sur les réseaux, faire des interviews. Ensuite, on va regarder les peurs communes. Et en fait, on aura le plus de points si on a eu le plus de peurs communes avec l'un des participants. Hein. Donc moi, par exemple, avec toi, Amandine, ou avec Logan. Est-ce que vous êtes prêts pour la première étape, juste d'écrire 10 peurs ? Ouais, carrément. Ouais. Là, ça va être la partie la plus passionnante du podcast. Non, c'est n'importe quoi ce que je fais là. Ah bah tiens, du coup, tu me donnes une peur. Merci. 10 ? Ouais, c'est beaucoup parce que moi j'en suis à 4 là. Je suis un peu embêtée là. 3. Ouais. Moi, je suis très créative, mais... Ouais, moi d'habitude je les avais, mais... Allez. On va en faire des rigolotes. C'est galère, hein ? Ah oui, là d'un coup, là je suis... Allez, non, on ne fléchit pas. Bah, c'est quoi, allez, on y va. On a fini, Ah, moi j'en ai pas beaucoup là. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bon, j'avais mon esprit winner qui me dit, ça va pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il me reste une. J'ai fini. Ok, on se laisse 10 secondes. Ouais. Ah, t'as bien réussi, toi tu connais bien tout ce sujet. On dirait qu'elle connaît bien son sujet. Plus que 4 secondes, les amis. Bon, ça montre qu'on n'a pas triché, hein, parce que on aurait pu potasser notre sujet là. 10 secondes. Ouais, ok. On a choisi de pas. Bon, c'est pour valoriser Amandine en fait. C'est. Merci. Alors, tu sais quoi ? Moi, je propose. Je commence. Allez, puisqu'on n'en a pas beaucoup. Allez, on se marque un point à chaque fois qu'on a des mots communs. Donc, j'en ai trouvé 4. Par exemple, la première, c'est la peur de la critique du jugement. J'ai la peur du jugement, je l'ai. Et j'ai peur de la critique. Ok, donc ça fait 2 points pour moi. Non ? Ah, attends, toi t'en as 2 du coup, la critique et le jugement. Bah, c'est ça ? pour moi, c'est la même chose. Oui, moi je suis d'accord que c'est D'accord. Allez, c'est la même chose. Ensuite, j'ai mis la peur de l'échec. Je l'ai. Ah, alors moi j'ai mis peur de... C'est rigolo, j'ai pas mis celui-ci. Pourtant, c'est quelque chose qui me... J'ai mis aussi... C'est un lapsus révélateur. J'ai mis peur de l'erreur, mais c'est pas tout à fait... c'est pas l'échec. Ah,
c'est pas pareil. C'est pas Non, pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, allez, bon, échec, un point. Ensuite, peur de réussir. Ah, J'ai mis aussi. j'ai pas mis les peurs cool. comme ça, mais bien sûr. Et enfin, j'ai mis la peur de la découverte. Ça existe, ça? De l'inconnu, La alors, peur- non l'inconnu. La peur de la nouveauté. Ah, de la nouveauté. D'accord. Ouais. Ok, Peur de la nouveauté. ok. Quelqu'un a mis? J'ai mis peur de l'inconnu, peur de sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. J'associerais vachement à ça. Moi, Non. toi, je trouve que c'est deux sujets différents. L'inconnu, tu connais pas. Sortir de la zone de confort, c'est que tu peux savoir où est-ce que tu vas, mais t'as pas envie. C'est pas Bon, pour confortable. l'inconnu. Mais pour l'inconnu, vous avez la même. Ok. Alors, moi, j'ai juste donné pour voir si quand même Amandine peut me sauver sur ma petite liste restante. La peur du rejet. Non, bon, d'accord. Et la peur du ridicule. Oui, j'ai mis peur du Ah, ridicule, cool. comme Allez. Pour moi, ça s'associe aussi à critique jugement. Ben non, d'être ridicule ou d'être jugé, c'est pas pareil. Hein. Se sentir ridicule, c'est-à-dire que tu te juges, tu vois, ou que tu te sens jugé. Mais les Non. peurs, de toute façon, sont liées souvent. Ouais. Il y a quelque chose qui se croise. Mais pour moi, la peur du. Enfin, si je me corrige Ok. si je me trompe, Amandine, mais voilà, tu peux avoir peur d'être ridicule ou peur d'être Oui. jugé Oui. séparément. Ok. Bah, du coup, j'ai 6 points, t'as 7. Et Amandine, alors là, je pense qu'Amandine, tu nous bats à plat de couture. Mais oui ou non, parce que du coup, ceux où je suis seule, Ça je vais les fait lire, 0. mais Ouais. ceux où je suis seule, du coup, ça rapporte 0. C'est ça. Donc j'ai mis syndrome de l'imposteur, qui n'a pas été cité, peur de l'erreur, Oui. peur de sortir de sa zone de confort, la peur du silence, qui est récurrente chez beaucoup de mes clients, la peur du blanc ou du trou noir. Ça, c'est beaucoup des peurs d'étudiants avant leurs examens ou avant leurs oraux. Bien sûr. Ils ont cette peur du blanc ou du trou. Et donc, ils me disent, j'ai l'impression d'être complètement bête. Et je leur dis, oui, c'est ce qui se passe en fait physiologiquement au niveau de votre cerveau. Et enfin, alors je suis très fière de celle-ci, elle est rigolote, c'est la peur de la peur elle-même. Ah bah écoute, c'est intéressant. C'est vrai que bon, tout ça, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de peurs que l'on peut rencontrer. Il t'en restait une ou pas? oui, je crois Non, que- non, peur de réussir, mais tu l'avais dit déjà, Logan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah ouais, non mais Combien 6, 7, 8. Bravo. Ouais, bravo Amandine. Bravo. Bon. Bah écoute, c'est super. Je suis très compétitrice, j'avoue. J'assume. Aujourd'hui, la mode est plutôt à travailler en collectif et Oui, coopérer. l'esprit de compétition, c'est Berk. Et en fait, c'est pas opposé. On peut aussi aimer coopérer En fait, c'est et ça. gagner ensemble. Non, Donc c'est- bravo pour cette animation. Dans le thème de soi avec l'autre, l'agilité relationnelle. Alors, aujourd'hui, pour moi, l'agilité relationnelle, c'est justement, quand on parle d'agilité, c'est cette faculté, on va dire, c'est d'avoir les ressources, les connaissances, les outils, de pouvoir interagir avec l'autre avec justement le plus d'assertivité possible. Je ne sais pas si c'est une bonne interprétation, mais c'est comme ça que je l'imagine. En tout cas, je trouve que c'est une définition moi qui me parle et que je trouve très juste. Qu'en pense Logan? Moi, j'aurais bien donné ma définition. Eh bien oui, Ah, oui. tout à fait. C'est comme en fait, des fois, Assume-toi. Alors, Logan, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que pour toi l'agilité relationnelle? donc c'est un apprentissage, parce qu'il y a de l'inné, mais à mon avis, c'est pas acquis. Enfin, faut l'entraîner, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, ça fait aussi, dans mon cas, dans mon expérience, j'ai eu besoin, pour être à l'aise avec les autres, être à l'aise avec moi-même. Si tu es aligné avec toi, en fait, les autres vont le ressentir et ils vont plus facilement pouvoir être alignés aussi avec toi. Ou si tu es complètement avec des masques, et ben les autres en face de toi vont peut-être avoir tendance plus à mettre un masque aussi. Tandis que si tu es vraiment toi avec toi-même authentique, ben les autres pourront l'être aussi. Donc ça pour moi c'est un peu ma définition. D'accord. Bah écoute, du coup, Amandine, Waouh! on attend de voir ce que tu peux nous en dire. Non, je n'ai rien à ajouter. C'est parfait. Non, j'aime beaucoup vos définitions et je les trouve très intéressantes. Alors, je repartirai de la définition qu'a faite Coralie. L'agilité relationnelle, pour moi, c'est savoir, grâce à des outils, à des modèles, choisir en conscience quel mode d'affirmation je vais sélectionner en fonction de mon interlocuteur, du contexte, de l'enjeu et de ce que je désire faire. J'ajouterai comme nuance à ta définition qu'en effet l'assertivité, c'est le mode qui est le plus propice à construire des relations humaines positives et valorisantes, mais pour autant, c'est pas la solution unique et c'est pas le mode exclusif à emprunter. Et donc, c'est choisir en conscience quel mode. Donc, par exemple, si je
Je prends le modèle des 4 modes d'affirmation de soi selon Wolpe et Lazarus, selon la situation, selon mon interlocuteur, selon ce que j'ai envie de faire, quel est mon objectif et l'enjeu. Soit je vais me mettre en mode passif, donc plutôt en retrait, je vais me taire. Soit je vais me mettre en mode agressif, et là je vais monopoliser la parole et je vais parler fort, etc. Je vais imposer mes idées, mes opinions. Soit je me mets en mode manipulateur, où là du coup ça va être plus opération séduction et avec une stratégie pour amener les autres là où je souhaite. Et enfin, mode assertif, où je vais être plutôt droit au but, mais en mettant les formes. C'est ce que j'appelle la main de fer dans un gant de velours. C'est très intéressant. Ça, j'ai fait tout un long discours. Pour être bref, ça serait l'adaptation, l'agilité relationnelle, ma capacité à m'adapter à toute situation, tout interlocuteur, selon les enjeux, et en prenant aussi en compte qu'est-ce que je veux. Donc c'est en conscience, et que ce soit pas quelque chose d'inconscient. Parce qu'en général, notre choix, il est inconscient. On va s'adapter, mais sans choisir. Donc c'est ramener du choix. Donc ça serait l'adaptation et le choix. Les 2 mots phares, pour moi, de la définition d'agilité relationnelle. Merci. Et du coup, il y avait quand même quelque chose entre l'authenticité et l'adaptabilité. Donc corrige-moi si je me trompe de ce que tu as dit, vu que ça dépend du contexte d'interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, on prône l'authenticité. C'est un mot qui apparaît beaucoup. L'authenticité, ça laisse penser qu'on doit être soi en toutes circonstances. Et du coup, si je me trompe, tu es en train de dire, des fois, l'agilité relationnelle, c'est de prendre en compte le cadre, les enjeux, les personnes. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette association entre authenticité et adaptabilité? On pourrait opposer, en effet, ces 2 notions, adaptabilité versus authenticité. Soit je m'adapte, et donc ça veut dire que je suis plus moi-même, soit je reste moi-même, et donc du coup je m'adapte pas du tout. Donc, moi ce que j'essaye, voilà, c'est dans les formations, dans les coachings, c'est d'additionner, et de ne pas être dans ce choix, je choisis, je m'adapte ou je suis moi, mais d'être dans le plus, et pas le ou. Je peux rester moi-même, et en même temps m'adapter à la situation. Par exemple, j'ai envie de dire à Logan, vraiment ce haut bleu, franchement cette couleur ne se va pas du tout, vraiment. Donc je peux garder le même fond, mais je vais habiller la forme, je vais jouer sur la forme. Du coup, de le dire de manière agréable et non pas comme un jugement ou une critique. Voilà. Et pour ça, on a notamment l'outil de la communication non violente que j'affectionne. Je trouve que c'est un outil vraiment extrêmement puissant à utiliser avec soi-même, avant tout, pour développer notre auto-empathie et apprendre à s'aimer, et ensuite avec l'autre. Et donc, on a vraiment une méthode avec la communication non violente qui est simple, efficace, avec par exemple 4 étapes avec l'OSBD, où on peut du coup rester authentique en délivrant un message sans blesser l'autre, pour autant. T'as parlé un peu des réseaux sociaux, la peur de publier. Alors pour moi, ça va être simple, parce que je vais parler de moi du coup. Donc vous avez produit tous les 2 3 shorts que j'adore et que je n'ai toujours pas publiés. Pourquoi ? Ce perfectionnisme qui m'amène à la procrastination. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, attends, il faut que je réfléchisse vraiment à un post intelligent, pertinent, avec des mots-clés. Et du coup, j'ai pas été dans la spontanéité de je publie et puis je mets en gros ce qui me vient par la tête avec. J'ai dit non, il faut que je prenne le temps. En fait, pour vraiment valoriser ce travail que vous avez fait et valoriser ce support vidéo. Mais donc, du coup, je ne l'ai toujours pas fait. Procrastination. Voilà. D'accord. Écoute, donc là, tu voulais savoir un petit peu ce qu'il en était de moi, de mon point de vue. Ouais, moi je veux bien ton point de vue. Alors, c'est compliqué puisqu'en fait, je vois cette peur récurrente quand même, souvent de mes clients. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet pour moi. Il y a peur bien sûr de s'exposer, du jugement. Enfin, finalement, il y a beaucoup de choses derrière. Finalement, je n'ai jamais connu, je n'ai pas été confrontée à cette peur de publier sur les réseaux. Ouais, je pense que du coup, dans le personal branding, il y a quelque chose qui est inhérent, une peur qui est inhérente au sujet, qui n'a pas lieu quand on publie pour une marque ou une société, peut-être. C'est ça. C'est qu'on touche à la personne et du coup à l'estime de soi. Tout à fait. Mais là, on touche à, voilà, c'est quoi ma valeur de moi-même ? Parce
C'est quoi la valeur que je m'auto-attribue? C'est quoi l'image que j'ai? Qui je suis moi pour poster, mettre des photos de moi, partager mes opinions, qui je suis, moi, pour faire ça. Et donc là, c'est en lien avec le syndrome de l'imposteur, du coup, aussi. C'est vrai, c'est exactement ça, tu l'as très très bien dit. Au niveau des peurs de poster sur les réseaux, moi je pense que vous avez très bien résumé le fait, parce que à partir du moment où on publie, c'est se mettre à nu en quelque sorte. C'est-à-dire si on ne t'aime pas, si la vidéo ne marche pas, si la vidéo a des mauvais retours, ah mince, là j'ai été nul. Alors qu'en fait c'est pas je suis nul, c'est la vidéo à l'instant T, peut-être qu'elle est un peu moins bien. Un autre public ou le public que tu as d'habitude aurait pu aimer. Donc il y a beaucoup de variables qui se jouent, qui font qu'on peut avoir peur justement de ce retour instantané sur les vidéos. Et d'ailleurs ça marche aussi dans l'autre sens, c'est pour ça qu'il y en a qui aiment, je pense, c'est que si jamais ça marche, le retour est instantané, on sait que... Et du coup, boum, montée de dopamine, et ça c'est toujours très agréable. En effet, si notre confiance en nous, elle est basée sur des retours externes, si on n'a pas de retour positif ou pas assez, ou voilà, selon l'objectif qu'on s'est fixé. Si par contre notre confiance en nous, son référentiel, il est interne, c'est-à-dire que j'ai confiance en moi, et ça en fait, qu'importe ce qu'on pourra me dire, faire, penser de moi, qu'importe les retours que je vais avoir ou les non-retours, moi je sais ce que je vaux. Mais à ce moment-là, ça change tout. Peut-être que sur le moment, c'est mais truc de ouf quoi. Et moi ça m'arrive souvent d'ailleurs. Je me dis souvent, mais cette vidéo-là, mais truc de malade mental que j'ai fait. J'adore. Et donc on met la vidéo à un level up qui est forcément au-dessus de ce qu'elle est réellement, et donc on est forcément souvent frustré des résultats. Ben en fait c'est l'enthousiasme que j'entends quand tu dis ça, Logan, c'est que t'es enthousiasmé d'avoir fait quelque chose, du coup t'es fier de toi. Et donc t'as envie de le mettre en avant. Ben, on a plusieurs personnages en nous, au niveau psychologique, et on a ce personnage de l'enthousiasme qu'on appelle l'enfant libre. Et après, ben, on a aussi le personnage du coup de l'enfant soumis qui est plus dans la peur. Non, mais attends, ce que j'ai fait là, c'est nul. Franchement, on peut être aveuglé dans les deux cas par nos émotions. Alors on commence avec donc l'animation. L'animation de la confiance en soi. En vrai, celle-là, je l'aime bien. Les autres aussi. Alors, je vous explique le principe du jeu. Nous avons là une feuille. Sur cette feuille, il y a un schéma avec la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage et la zone de croissance. Nous allons avoir des situations. Et en fonction de ce qu'on va piocher, nous allons nous positionner dans ce schéma avec notre petit pion qu'on va laisser. Génial. Un exemple. Un exemple. Logan. Alors, je pense que je l'ai dessous parce que je l'ai vu chanter un karaoké dans un bar. Alors ça, pour moi, c'est très clairement quelque chose que je ne fais jamais. Enfin, que j'ai jamais fait. Alors tout dépend de l'enjeu. Si je suis entre potes, franchement, j'y vais à fond. Entre la zone de peur et la zone d'apprentissage. Ah, ok. Mais, alors, s'il y a un peu plus de... Si les gens, je les connais un peu moins... Bon, je serai un peu plus dans la zone de peur. Je pense que ça peut... Je le ferai quand même. Mais ça reste quand même une zone de peur intérieure. Si je peux me permettre juste de te demander, Amandine, toi qui es un peu plus... c'est plus ton domaine, dans ce cas-là, tu ne l'as jamais fait, donc on pourrait se dire que c'est pas une zone de confort, en même temps on voit qu'il est quand même assez à l'aise, donc comment toi tu positionnerais du coup? Est-ce que là c'est pour toi un juste positionnement, d'être entre la zone de peur et la zone d'apprentissage? Oui, puisqu'il dit que c'est pour lui, ça reste inconfortable comme exercice. On le voit aussi d'ailleurs à ses mimiques faciales qui en attestent. Entre la zone de peur et la zone d'apprentissage, ça me paraît un bon positionnement. Ça pourrait être aussi dans la zone d'apprentissage, puisque dans la zone d'apprentissage, il reste un inconfort, puisqu'on est en train d'apprendre une compétence. Et donc on la maîtrise pas, donc on n'est pas dans une grande confiance encore. D'accord. Mais on n'est pas paralysé non plus par la peur, quoi. Faire un discours pour un proche lors d'une cérémonie. C'est assez marrant que je pioche ça.
Alors, il y a un an, j'aurais été totalement en zone de peur, mais ne serait-ce que faire un discours. Je le sais puisque quand il y a eu l'enterrement de mon grand-père, j'avais envie de faire un discours positif puisque je trouvais que les discours étaient vraiment assez lourds et négatifs. J'avais envie de célébrer aussi la vie de cette personne. Et je trouvais que ça ne se faisait pas. J'étais extrêmement frustrée. Mon grand-père était quelqu'un de très drôle et on n'arrêtait pas de parler de sa maladie. Et j'avais envie d'attester de cet humour qu'il a eu tout au long de sa vie et de toutes les blagues qu'il a pu me faire. Eh ben, je n'ai pas pu, parce que rien que l'idée de le faire, j'avais des frissons dans le corps. Je me suis dit, non mais là, déjà, l'idée de le faire fait que je suis immobile et que je suis en état de détresse, donc je n'imaginais même pas pouvoir le faire. Il s'avère que j'ai eu un petit parcours de vie qui m'a fait changer ma vision. Je me suis challengée et j'ai été accompagnée par Amandine sur ces notions-là. Donc, là où j'étais totalement en zone de peur, je peux dire que clairement, j'ai été en zone d'apprentissage. Donc, je serais presque aujourd'hui, j'ai envie de dire, entre la zone d'apprentissage et la zone de croissance. C'est-à-dire que je pense que la prochaine fois, peut-être que je serai justement en aisance. Je pense que je peux me mettre, du coup, ici. À toi, Amandine. Organiser une animation. Alors évidemment, ça dépend du contexte, pour qui et pourquoi. Mon premier job, c'était animatrice de jeunes enfants. Donc organiser une animation, c'est quelque chose que j'ai su très vite faire. Et puis de par mon ancien métier, directrice de communication, j'organisais des événements. Donc je me permets de me mettre en zone de croissance. C'est même presque ma zone de confort. Allez. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà. Passer un entretien d'embauche. Intéressant. Moi, j'ai jamais passé d'entretien d'embauche. J'ai 17 ans. Mais je pense que je peux faire un petit parallèle avec toutes les fois, par exemple, où j'ai dû appeler des gens pour le stage, là je suis en train de passer le BAFA, toutes les choses comme ça, se vendre, et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, pour moi, c'est quasiment une zone de confort. Mais j'aurais mis une zone d'apprentissage. Waouh. Zone d'apprentissage, elle est là. Zone de croissance, pardon. Zone de croissance, oui, d'accord, oui, très bien. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu mets sur zone de croissance et pas zone de confort? Parce que je pense que j'ai encore à apprendre, et je pense qu'un entretien d'embauche, un peu, je l'ai jamais fait. D'accord. Je pense que ça sera un peu différent, avec un peu plus d'enjeux. Mais, ok. zone de croissance. Jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Impossible. Alors là, très clairement, je suis dans ma zone de peur. Je suis très mal à l'aise à jouer des rôles. Voilà, je crois que je peux juste dire ça. Là, autant maintenant j'ai appris plein de choses, mais je suis dans ma zone de peur totale. Participer à une émission de radio en direct. Alors c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, parce que j'aime le fait qu'on utilise sa voix et faire passer des émotions, des messages, faire vivre des choses grâce à sa voix. Donc c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais pour autant je l'ai jamais fait. Je serais clairement dans ma zone de peur. D'accord. Voilà. Raconter une blague devant une dizaine de copains. Puisque, comme ça, spontanément. Alors quand tu fais une blague spontanément, il n'y a aucune... Oui, on te dit Logan, fais une blague. Logan fait une blague, donc c'est très clairement une situation très malaisante. Mais c'est pas un souci parce que derrière... non, dans cette situation, je vais dire non, quoi. Ou alors, je vais me débrouiller pour rendre la situation drôle. Ça, franchement, ça me met pas très à l'aise, mais c'est une zone de confort parce que je saurais gérer, mais c'est juste que c'est pas la meilleure situation possible, quoi. Tu sauras t'en sortir. Ouais. Faire une conférence devant 2000 personnes. Ah ouais. Ah bah là... Rien que ça. Ouais, donc j'ai fait devant 30 personnes récemment, pareil, grâce au travail d'Amandine, quelque chose que j'aurais été incapable et j'ai réussi à le faire, on va dire pas avec aisance, mais finalement j'ai réussi. Si, avec aisance. Avec grande aisance. Ah, c'est gentil. Si. Non, c'est pas gentil, c'est réaliste. Donc 30 personnes, ça va, je pourrais le refaire maintenant que je sais. 2000 personnes, aujourd'hui, non. Je ne pourrais pas le faire facilement. Donc je suis clairement dans ma zone de peur devant 2000 personnes. J'aurais besoin de beaucoup de préparation et de faire appel à Amandine beaucoup. S'enregistrer en vidéo soi-même pour les réseaux. Donc pas en interview. Ouais. Alors je l'ai déjà fait, paradoxalement, au début de mon activité. C'est quelque chose qui n'était pas dans ma zone de confort. Mais pour autant, comme il y avait un objectif qui était plus grand que moi, qui m'a animée,
Je l'ai fait sans me poser de questions. Je me suis enregistrée et comme je sais que j'allais avoir les petites voix qui allaient venir me challenger, petites voix critiques du juge intérieur, j'ai posté immédiatement. Donc je me suis empêchée d'avoir les doutes. Donc je me mettrai entre zone de peur et zone d'apprentissage. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut quand même voir, oui, c'est qu'on est quand même facilement, alors qu'il y a des sujets où on se dit, bon, la zone de peur, ça va, on l'a dépassé, on flirte avec sur beaucoup de sujets quand même. J'aimerais préciser, on avait une question, à force de sortir de ces zones de confort, est-ce que ça devient confortable ? Enfin, de mon expérience, en tout cas aussi beaucoup, c'est au plus on fait quelque chose, au plus ça devient confortable parce qu'au plus on maîtrise le sujet. Et je pense que ça joue beaucoup sur un peu tout et tout est un apprentissage pour que ça devienne confortable. Ben c'est vraiment le but de ce schéma, c'est de se dire plus on en sort, plus on va avoir des compétences, des connaissances qui vont nous aider à retrouver du confort dans l'inconfort. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Finalement. Plus on va gagner confiance, puisqu'on va acquérir une nouvelle compétence. J'ai des clients qui me disent ah oui, moi je stresse, je ne veux plus stresser. Alors je leur dis mauvaise nouvelle, je ne peux pas supprimer le stress de votre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on va apprendre à vivre avec et que vous allez apprendre qu'est-ce que c'est le stress et des outils pour pouvoir le canaliser et mieux le réguler, mieux le gérer, mais non pas le contrôler. On ne contrôle pas nos émotions. Nos émotions font que nous sommes ce que nous sommes, des êtres humains et vivants. Plus on sort de notre zone de confort et clairement plus on muscle notre capital audace et notre capital confiance pour acquérir plus d'aisance dans la sortie de zone de confort. Mais il y aura toujours une zone d'inconfort. Elle est différente pour chacun de nous, mais on a tous une zone de confort et aussi donc une zone d'inconfort. Par contre, on peut apprendre à mieux vivre la sortie de zone de confort. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que tout le monde devrait sortir de sa zone de confort, tu penses ? Oui, moi j'encourage vraiment. J'enseigne, j'ai la chance d'enseigner dans 2 écoles à des étudiants donc post-bac et les sujets de prise de parole en public. Et on travaille aussi l'aspect confiance en soi, qui est au cœur aussi de la prise de parole en public. Et je les encourage, je les coach en plus de mon rôle d'enseignante, en leur disant de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Quelque chose de simple, d'infime, n'importe quoi. Quelque chose que nous ne faisons d'habitude jamais. Et à force de faire quelque chose de nouveau chaque jour, ça peut être aussi cuisiner un nouveau plat, manger un nouveau légume, voilà. La liste, elle est infinie. Mais chaque jour, on peut faire quelque chose de nouveau et j'encourage chacun à le faire pour pouvoir muscler ce capital audace et muscler sa confiance en soi. C'était beau, hein ? Ouais, je crois que là, on peut rien ajouter de plus. C'était parfait. C'est difficile à se dire. Alors, Amandine. Oui, Louane. J'avais une question, moi. Tu es, donc en partie, coach de prise de parole en public. Est-ce que, selon toi, passer devant la caméra est un exercice similaire à passer devant un public ? Quelle belle question. Alors, un exercice similaire, je dirais oui, et en même temps, non. Donc oui, par certains points, puisqu'on peut avoir la peur du trac. Donc il peut y avoir beaucoup de peurs similaires qui sont partagées dans les 2 exercices. Il y a aussi des particularités, des spécificités qui, selon moi, ne sont pas les mêmes, puisque il n'y a pas de regard, au final, devant la caméra. Donc, c'est un type d'exercice bien particulier qui peut même amener à une peur inverse de celle du regard des autres. C'est, au final, je suis face à personne, face à une caméra. Je ne parle pas à un autre humain, je parle à une machine. Et du coup, ça peut engendrer la peur d'être seul face à soi-même. Parce que c'est comme si je faisais un monologue quand je suis face à une caméra. Et donc, il y a quelque chose qui peut être très impersonnel, très froid. Donc, qui peut, du coup, complexifier l'exercice de prise de parole en public. Ça va être d'autres peurs, en fait, pour moi. Ouais. Tout à fait. Après, si on n'a pas le choix, moi, un de mes clients m'a demandé de concevoir une formation, justement pour un format CV face caméra, sous un format court, vidéo. Et là, du coup, donc, j'ai imaginé dans les tips
de cette formation, positionner une photo d'un de nos proches à côté de la caméra. Oui. De la scotcher. Et du coup, là, la personne, du coup, elle va pouvoir avoir un ancrage en cette personne en qui elle a confiance et se rassurer et du coup recréer quelque chose de plus humain, de plus chaleureux. Bien sûr. Oui, c'est un tips qu'on conseille aussi. Est-ce que t'es déjà passé devant un public et t'as complètement foiré? Oui, bien sûr, je suis déjà intervenue en public, de par mon ancien métier, quand j'étais directrice de communication, et aussi dans mes nouvelles fonctions. Et il m'est arrivé, en effet, un gros foirage, selon moi en tout cas. Alors je ne saurais pas dire est-ce que c'était la non-maîtrise de mon sujet, puisque c'était un sujet que clairement je ne maîtrisais pas à cette époque, donc je n'aurais pas dû accepter cette commande, je n'aurais pas dû accepter cette conférence. Donc je pense que là c'était multifactoriel, on va dire, les causes de mon foirage en public. Et il y avait ma méconnaissance, enfin ma non-expérience au niveau du sujet, ma non-expertise, ma jeunesse en tant qu'auto-entrepreneur et à mon compte, donc au niveau de cette nouvelle casquette que je portais. Et enfin, certainement le facteur stress et émotionnel, mais qui n'était pas du coup le seul. Donc ça répond pas complètement aux critères de ta question, Logan. Est-ce que c'est parce que voilà, je sentais que je maîtrisais pas mon sujet, que j'avais énormément travaillé, hein. Je m'étais énormément investie, mais j'avais quand même ce syndrome au final d'illégitimité, d'imposteur dans la conférence qu'on m'avait demandé, quoi. Donc est-ce que c'était ça, ou est-ce que j'ai été envahie ensuite par le stress, par mes émotions, en me rendant compte que du coup le public, qui était une cinquantaine, n'était pas réactif? J'ai pas senti d'engouement, d'enthousiasme. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec beaucoup d'empathie et qui aime le lien humain, là, j'ai pas senti ça. Et ça m'a peut-être beaucoup déstabilisée. Et donc, ça a été de pire en pire pendant ma conférence. J'ai fini sous des applaudissements, mais je pense que clairement, le résultat n'était pas au niveau des attentes, ni des miennes, ni du public, ni du commanditaire. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien. Du coup, moi, je vais rebondir. On parlait du public. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la caméra, du coup. Je voulais voir, en fait, si les deux étaient liés. Comme tu l'as dit, en fait. C'est à la fois la même chose et à la fois différent. J'ai fait un festival où on portait la voix des jeunes aux européennes. En gros, on faisait partie d'un petit système qui allait... donc représenter la voix des jeunes, en gros. On était tous par groupe, on discutait d'un sujet, on avait tous bossé comme des malades toute la journée. On choisissait une personne, et cette personne allait passer dans la caméra pour exprimer son sujet. Et toutes les idées qui ont été extraites. Sauf que c'est des jeunes, comme moi, ou même un peu plus vieux, mais même les intervieweurs, c'était pas intervieweurs. Donc, très compliqué. Et en plus, derrière, on était dans un espèce de cinéma. Ils ont diffusé toutes les vidéos à tout le monde. Et ça a été finalement une prise de parole en public à travers la caméra, à travers tout le monde, tu vois. Ah oui. Et non préparé, non briefé. Voilà. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que ça a été fait dans la rapidité parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, ça a créé une espèce de stress ambiant dans la pièce où on se faisait interviewer. Et moi, d'habitude, qui suis très à l'aise devant la caméra, là, je ressentais tout ce stress-là qui était là présent, et c'était plutôt stressé, en fait. Ça crée un stress où tu sais pas si tu vas être assez bon pour pouvoir exprimer tes idées clairement, et être finalement que les autres acceptent ce que tu dis, tu vois. Ouais, les doutes, là tu parles des doutes qui nous habitent tous, plus ou moins. Après, c'est dans quel degré on va les écouter, les entendre, les croire. Et est-ce qu'ils vont prendre toute la place en nous et nous influencer négativement ou pas? Ou est-ce qu'on a appris à ne pas les écouter? Mais en effet, les doutes, ils sont inhérents aux deux exercices, en fait. Que ce soit face caméra ou en prise de parole en public. Et en plus, là, dans l'exemple que tu racontes, j'ai envie de dire c'est la double peine, quelque part, parce que tu penses que tu vas parler à une caméra, et puis là, en plus, ça a été diffusé devant tout le monde, chose qui était peut-être pas énoncée à l'avance. Donc, il y a un effet de surprise, quoi, qui est pas cool, je trouve.
Alors voilà, qui est peut-être pas fait exprès parce que en effet apparemment pas mal d'amateurisme et pas mal aussi de système D et c'est très bien aussi. Hein. Mais du coup là, forcément l'inconfort il est accentué. Oui, il est total. Oui, double peine fait, quoi. Ouais. C'est terrible et sans préparation. La préparation elle est essentielle. À l'instar d'un sportif qui se prépare pour les JO, il se prépare. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller faire un marathon ou de concourir pour être sélectionné aux JO sans préparation. Pourtant, pour la prise de parole en public, beaucoup imaginent que c'est une compétence innée et que du coup, il y en a qui sont élus, ils sont à l'aise, et les autres, pas de bol. Ils sont pas à l'aise, ils sont nuls. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir ou qu'on ne prépare pas. C'est faux, c'est une fausse croyance. On doit préparer et on doit apprendre à parler en public. Ça s'apprend. Pour moi, c'est de l'acquis. Tout à fait. Et pour répondre à tout à l'heure, pour être plus concrète, en public, quand j'ai commencé à être stressée dans la conférence, du coup, je me sentais assez légitime. La conséquence, ça a été que du coup, j'ai lu mes notes, j'ai lu mon discours. Alors que c'est quelque chose que je dis à mes clients de ne surtout pas faire et que je dis à mes étudiants de ne surtout pas faire. Alors que je connaissais ma conférence par cœur. Je l'avais énormément travaillée. Je connaissais vraiment tout à la ligne, au mot près. Et en fait, pris par le stress, peur de ne pas être assez performante, je me suis mise à lire. Et ça a été pire parce que du coup, j'étais pas en lien avec le public. J'étais avec mes notes. Faut tout écrire, tout travailler, répéter avec ses notes. Ouais. Mais le jour J, on fait le saut sans parachute. Et du coup, on se fait confiance. Et c'est ainsi qu'on va être naturel et qu'on va développer notre charisme naturel, parce qu'on a tous une forme de charisme qui est différent pour chacun de nous. Mais du coup, c'est dans notre authenticité qu'est ce charisme. Et on l'a pas en lisant. On l'a moins, en fait, en lisant des notes. Justement, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, donc toutes les peurs qu'on peut avoir chacun, et notamment nous, nos clients qui en ont beaucoup pour passer dans la caméra, on voulait te demander, pour finir, est-ce que tu as des petits tips applicables pour aider nos clients à avoir la prise de parole devant la caméra ou bien devant le public s'il le faut. Mais voilà, comment est-ce que est-ce qu'il y a des petits tips applicables facilement? Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je dirais l'idée de la photo d'un de leurs proches à positionner près de la caméra. Ensuite, des affirmations positives. Donc, notre discours intérieur a une énorme importance dans notre montée de stress et au niveau de notre confiance en soi. Avoir un discours intérieur avec des phrases bienveillantes, encourageantes. Allez, vas-y, tu vas y arriver, tu vas tout déchirer. Allez, vas-y, ma belle. Dans cet état d'esprit, hein, bien sûr, avec vos mots. Avoir ce type de phrase va vraiment, vous galvaniser et augmenter votre confiance en vous. Donc, phrase affirmative, photo, la respiration. La respiration, c'est vraiment l'outil magique. C'est gratuit, vous pouvez le faire n'importe où, de manière autonome. Et donc, je leur conseille de se concentrer notamment sur l'expiration et de bien souffler un maximum juste avant l'intervention et de penser aussi à bien expirer pendant la prise de parole en public en s'obligeant à faire des silences, par exemple. Ça va avoir du coup la vertu de faire redescendre l'adrénaline qui est inhérente au phénomène du stress pour vraiment rester centré et éloquent et ne pas perdre le fil de ses idées, ne pas être pris dans ses émotions. Respiration, il y a la cohérence cardiaque comme type de respiration que je préconise, donc qui est basée sur un principe très simple. J'expire sur le même temps que mon temps d'inspiration. Donc si j'inspire sur 3 temps, j'expire sur 3 temps aussi. J'égalise mon temps d'inspiration, mon temps d'expiration. Je fais ça pendant 5 minutes et c'est magique. On redescend à un taux émotionnel qu'on appelle le taux neutre et où on va être dans ce que j'appelle le flow, l'état de flow, où on est du coup centré, où là on va cultiver une éloquence naturelle. Ouais, donc la respiration qu'on néglige beaucoup, mais très bon tips. Et après il y a aussi, alors là il y aura des experts en prise de parole de public qui seront pas du tout d'accord avec moi, mais il y a aussi par exemple j'ai ce petit jeton de ton activité précédente, Logan, que j'ai gardé en main. Et du coup, le fait de tripoter quelque chose, ça peut être aussi un stylo,
Ça peut être aussi un autocontact, c'est-à-dire ça peut être mon doigt, un bijou, ma bague. Alors, il faut que ça soit fait discrètement, parce que évidemment, à ce moment-là, ça va se voir, ça va traduire notre nervosité. Mais pour autant, moi, je pense que si on le fait discrètement ou que ça ne se voit pas, et ça va nous rassurer en fait. Oui, par exemple, moi j'ai un ami il n'y a pas longtemps qui a passé un entretien d'embauche. Il m'a dit, c'est quand j'ai eu ma tasse de café dans les mains que j'avais comme un objet qui me faisait protection. Je mettais mes mains quelque part. Exactement. Ça pourrait être, pourquoi pas, soyons fous, un doudou, pourquoi pas, ou un objet fétiche. Ça peut être aussi, je préconise d'avoir sur soi une photo de nous quand on était enfant et de pouvoir se relier comme ça à notre enfant intérieur. Et du coup, ça va nous aider à lui parler, à la réconforter et à entendre en fait cette peur, à prendre en considération l'émotion qui est là, sans vouloir la fuir, sans vouloir qu'elle ne soit plus là. C'est ok, j'entends, tu as peur, ça va bien se passer, on a préparé, on va y arriver ensemble. Et c'est du coup écouter cette petite fille, la réconforter, et puis pour qu'elle se fasse plus discrète. Et du coup pouvoir après prendre que ça soit la femme ou l'homme qui du coup ensuite prenne la parole, le lead. Voilà, que ça soit plus la petite fille ou le petit garçon qui est apeuré. Oui, moi j'allais juste finir pour dire que là, donc on a eu quelques tips d'Amandine, mais que d'expérience, un accompagnement d'Amandine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de méthodes et d'outils. Et donc, vraiment, voilà, quand on a des difficultés pour l'agilité relationnelle, la confiance en soi ou la prise de parole en public, voilà, être accompagné par des coachs comme Amandine, c'est vraiment très utile et c'est, comme je le disais au début, un bel investissement en soi pour nous aider à passer des étapes. Pour nous aider ensuite à passer devant les interviews. Par exemple. Vidéo. Ouais. Que Voix propose. Exactement. Effectivement, nous, après, on accompagne tous les entrepreneurs et les professionnels qui veulent aussi passer une étape, mais différemment. Pas forcément leur développement personnel, mais professionnel, d'investir dans leur personal branding. Et donc, pour ça, on les aide pour passer devant la caméra, créer des contenus, investir dans leur image professionnelle. Donc voilà, donc on laissera un petit peu toutes les informations dans les descriptions. Mais en tout cas, moi, je recommande vivement vos services pour les avoir déjà eu la chance de tester et de pouvoir réaliser ce podcast, mais aussi d'autres vidéos avec vous précédemment. Et c'est un plaisir parce que vous savez mettre à l'aise, vous savez vraiment... En fait, c'est par votre posture, c'est ce que tu disais, Logan, tout à l'heure, c'est que quand toi, t'es aligné, que t'es cool et que tu mets pas un enjeu avec des exigences qui sont, on va dire... trop élevé ou irréaliste, et en fait, ça met à l'aise la personne qui est en face de toi. Et donc, par ce que vous dégagez, par votre présence, par votre personnalité, moi, vous m'avez aidé à vraiment être à l'aise, à vraiment être plus authentique. Et ça, c'est vraiment un super atout. Et je recommande tous ceux qui nous écoutent de tester, en fait, tout simplement. Il y a que ça. Essayez-les, vous allez les adopter, Logan et Coralie, pour les vidéos, pour les réseaux sociaux, pour communiquer efficacement et avec des valeurs humaines. Parce que c'est ça aussi qui vous caractérise. Super. Écoute, c'était le mot de la fin. Merci. C'est parfait. Et puis pour ceux qui nous écoutent, le prochain podcast sera sur la créativité. Oui, je voulais justement demander aux gens de laisser leur avis aussi, si possible, sur le podcast. Bien sûr. Parce que ça nous aiderait, ouais, tout à fait. Et si c'est sur la plateforme de podcast, je crois que c'est pas trop possible, on peut juste mettre une note. Mais on serait très intéressé d'avoir vos retours sur ce qu'on vient de faire. Et puis si vous avez des questions, on y répond avec plaisir. On mettra aussi nos Instagram dans les descriptions. Et aussi LinkedIn, enfin tous les réseaux pour que vous puissiez communiquer avec nous. La totale. C'est ça, la totale. Merci encore Amandine. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour ce super moment.